Donc bonjour les patatoïdes, c'est Aurélien Fiat. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour commenter la première partie de la leçon sur les lois continues. Donc avant d'aller plus loin, pour bien comprendre et surtout pour bien pratiquer, vous aurez besoin d'une feuille, d'un stylo, de vos neurones et surtout du fichier que je vous ai mis à disposition sur l'ENT concernant le chapitre 13. Donc le deuxième sur les probabilités en terminale S. Alors avant d'aller plus loin, de préciser le cadre et les notations, on va essayer de revoir un petit peu le vocabulaire basique sur les probabilités, celui qu'on avait vu en première S, notamment sur les variables aléatoires. Donc je vais prendre un exemple très très simple. Admettons, je fais une expérience aléatoire, c'est-à-dire que je vais jeter 2 fois une pièce, parfaitement équilibrée, et je vais jouer à pile ou face. Chaque fois que je lance la pièce, je peux très bien modéliser cette expérience aléatoire par ce schéma-là, où je vais avoir pile qui va sortir avec une probabilité d'un demi, face qui va sortir avec une probabilité d'un demi. Et je peux très bien dire que pile va être associé à mon succès. Donc face serait l'échec. Et ici, si votre vocabulaire de première S vous revient un peu en tête, on est en présence d'un schéma de Bernoulli, parce que ben voilà, j'ai deux issues, un succès, un échec, avec donc la probabilité de succès qui serait 1 demi, la probabilité d'échec qui serait 1 moins 1 demi, donc là on a une probabilité symétrique. Donc dans mon cadre, je vais noter X, ça va être le nombre de succès, la variable aléatoire qui va donner le nombre de succès lors de mon jeu. Et le jeu, je vous ai dit, il y a deux étapes. Du coup, d'un point de vue notation, on peut très clairement synthétiser un petit peu. Donc ici, j'aurai S donc pour pile, S bar pour face, succès, échec, et on repart sur une deuxième étape, S, S bar, S, S bar, avec exactement les mêmes probabilités que précédemment. Vu que on suppose en fait que les deux lancers sont successifs, ils sont indépendants, ils sont réalisés dans les mêmes conditions. Et là, vous devez vous rappeler de quelque chose. Quand X dénombre le succès, enfin les succès, dans ce cadre-là, c'est-à-dire que l'expérience est répétée identiquement de manière indépendante, vous avez X qui suit une loi binomiale de paramètres n égale bien le nombre de répétitions. Là, j'ai choisi 2 par commodité, mais bien souvent n sera supérieur. Et P donc étant la probabilité de succès, donc la probabilité que j'entoure ici. Voilà, ce sont les deux paramètres de ma loi. Alors, une loi de probabilité, si vous vous rappelez bien, c'est en gros regroupe toutes les valeurs que la variable aléatoire peut prendre et y associe les probabilités. Donc x et probabilité. Ici, soit je suis très malchanceux, c'est-à-dire que je n'ai jamais de pile. Autrement dit, je n'aurai jamais de succès, donc j'aurai 0 succès. Soit je suis entre deux, j'ai un pile, donc 1. Soit je suis très chanceux, à débattre quand même, et donc vous aurez 2 piles. Le but de définir une loi de probabilité, c'est quand même d'associer les probabilités. Donc ici, si j'ai 0 pile, ça veut dire que j'ai deux faces. Donc je suis, hop, sur cette case, je suis sur ce chemin-là. Moralité, 1 demi fois 1 demi, 1 quart, 0,25. Ensuite, pour l'autre probabilité extrême, là, je suis carrément sur deux succès. Donc, SS. Du coup, 1 demi, 1 quart. Alors là, comme les probabilités sont les mêmes pour le succès et l'échec, vous allez avoir un tableau qui va être symétrique en termes de probabilité. Et donc, bon, la somme des probabilités ici doit valoir 1.
moralité on va avoir 1,5, mais on va quand même le vérifier. Et bien pour ce dernier cas, je vais avoir cette issue-là qui va me satisfaire, donc 1,5 fois 1,5, 1 quart, et cette issue-là qui va satisfaire aussi, 1,5 fois 1,5, 1 quart, et 2 quarts, ça fait bien 1,5. Donc je me retrouve avec ma loi de probabilité qui est bien définie. Ici, x prend un nombre de valeurs finies. Donc on dit que x est une variable aléatoire discrète. Mais je pose la question différemment. Est-ce qu'il pourrait y avoir des variables aléatoires qui prendraient un nombre infini de valeurs? Eh bien, c'est tout l'objet du programme de terminal. Il y en a. Par exemple, vous attendez à un guichet et donc on définit par y, on va dire, la variable aléatoire qui vous donne le temps précis que vous attendez au guichet. Mais votre temps, ça va être le min, ça va être 0 pour 0 secondes, par exemple, si l'unité est en secondes, mais on pourrait très bien voir encore plus précis. Et le max, plus l'infini. Alors bon, on espère ne pas avoir à atteindre une infinité, mais vous savez, vous comme moi, que les files d'attente, ça peut s'éterniser. Et du coup, cette fois-ci, on aurait une variable aléatoire y qui prendrait ces valeurs dans l'intervalle 0 plus l'infini tout entier. Ce qui justifie, dans notre cadre, que l'on étudie ce type de variable aléatoire. Alors, pour étudier ce type de variable aléatoire, il va quand même falloir préciser quelques notations. Donc on va commencer avec les généralités et les notations qui vont être pratiques pour nous. Bon, déjà, on va prendre oméga, qui va être notre univers. Ça va être un intervalle de R, ici. I, également, ça va être un intervalle de R. Et A et B, deux réels, tels que A est plus petit que B. Alors, plusieurs cas pour l'intervalle I. On va faire simple, ou bien l'intervalle I, c'est un segment, c'est un intervalle fermé, AB. Auquel cas, quand je dirai intégrale sur I de f de t dt, ça signifiera intégrale de A à B de f de t dt. Là où ça va se compliquer en termes de notation, c'est si l'une des bornes est infinie, voire les deux. Si la borne supérieure est plus l'infini, alors l'intégrale de A plus l'infini, on n'a pas exactement défini ce que c'était, parce que nous, la théorie de l'intégration de terminal S, nous l'avons vu sur un segment, donc avec deux bornes finies. Alors ce qu'on va faire, comme la deuxième borne ici devrait être infinie, on va calculer l'intégrale de a à x de f de t dt, ce qui va nous donner un résultat d'intégrale qui va dépendre de la, entre guillemets, variable x, et on va prendre la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, ceci n'est pas toujours défini, mais à notre niveau, ça sera le cas dans ce cadre. Et de manière symétrique, si c'est la borne inférieure qui est moins l'infini, dans ce cas-là, je vais calculer l'intégrale de x à a de f de t dt. De la même manière, j'aurai une intégrale qui dépendra de x, et je vais prendre la limite à moins l'infini de cette intégrale pour avoir la valeur. Donc voilà comment on peut définir assez rigoureusement les choses. Maintenant, en termes de cadre, de vocabulaire, donc on va parler de densité de probabilité et de variables aléatoires continues. Donc ce qu'on appelle une densité de probabilité, c'est tout bonnement une fonction qui serait définie sur l'intervalle en question et qui vérifie certaines propriétés. Alors cette fonction, elle peut pas être n'importe comment. Déjà, il faut qu'elle soit continue. Et il faut qu'elle soit positive. Alors pourquoi continue? Tout simplement, on a vu qu'on va calculer des intégrales. Et donc pour les fonctions continues, les intégrales sont bien définies. Donc tout va bien. Ensuite, positive. Pourquoi? Et tout simplement parce qu'elle va avoir un lien avec les probabilités que l'on va calculer. Une probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1. Si on veut espérer obtenir une intégrale positive, il va falloir prendre la fonction à intégrer positive. Et enfin, l'air sous la courbe vaut une unité d'air, c'est-à-dire que quand je vais intégrer
sur l'intervalle total, ma fonction f, ça va me donner 1. Pourquoi 1? Eh bien, encore une fois, il y a un lien avec les probabilités, c'est-à-dire, pensez quand vous calculez la probabilité d'un événement certain, ça donne 1. Et là, c'est la même chose. Quand je calcule l'intégrale totale de ma fonction de densité, ça doit valoir 1, par analogie. Ensuite, on va passer à qu'est-ce qu'une variable aléatoire qui suit une loi de densité. Alors, on dit qu'une variable aléatoire x suit la loi de densité f si, pour tout intervalle j inclus dans i, donc un intervalle plus petit que l'intervalle global, la probabilité que x prenne des valeurs dans l'intervalle j, c'est l'intégrale sur j de f de t dt, c'est-à-dire l'aire du domaine qui est délimité par l'intervalle j. Si je fais un petit schéma rapide, pour vous expliquer un petit peu visuellement les choses, on va avoir ici un repère. Attention, a priori, mes talents de dessinateur ne sont toujours pas au point, mais d'ici la fin de l'épidémie, je pense que je serai plutôt meilleur. Alors voilà, là par exemple, on va dire je suis sur l'intervalle 0, 3. Et j'ai une densité de probabilité, donc c'est-à-dire une fonction positive continue, parfait, comme ceci, telle que l'aire sous la courbe, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 3 de f de t dt, soit parfaitement égale à 1. Alors maintenant, je vais prendre un intervalle j, je vais prendre n'importe comment, mais inclus dedans, admettons, hop, 0,5, 2, l'échelle n'étant pas respectée, mais c'est pas un souci. Et je me demande quelle est la probabilité, en réalité, d'avoir ma variable aléatoire x qui prend des valeurs entre 0,5 et 2. Tout simplement, la probabilité que x appartienne au segment 0,5,2 ou que x soit entre 0,5 et 2, c'est l'intégrale de 0,5 à 2 de f de t dt. Donc cette fois-ci, je n'intègre pas sur tout l'intervalle i, mais j'intègre sur le petit intervalle que j'ai nommé j dans mon cours et qui représente qui est associé à la probabilité à calculer. Donc forcément, je vais obtenir un nombre entre 0 et 1, forcément positif parce que vous voyez d'un point de vue graphique que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc cette aire algébrique va être comptée positivement, donc elle sera supérieure à 1, mais elle est en même temps inférieure à l'aire délimitée par la zone en rouge, et du coup, elle va être supérieure à 0, mais elle va être délimitée par la zone en rouge qui, elle, vaut 1, donc elle va être en même temps inférieure à 1. Voilà pour ceci. Au niveau propriété, donc il y a en fait une analogie très forte avec les probabilités que l'on connaît déjà. La probabilité que x appartienne à i, c'est-à-dire à l'intervalle de référence, c'est forcément 1, puisque f est une fonction de densité, ou une densité de probabilité. Ensuite, ceci est un petit peu plus subtil que pour les probabilités discrètes. La probabilité que x prenne une valeur précise, mais ici, c'est l'intégrale de a à a de f de t dt. Alors si j'applique, si grand F est une primitive de petit f, ça me ferait f de a moins f de a. Donc le crochet pris entre a et a, et donc f de a moins f de a, ça me fait 0. Donc retenez-le, ça, c'est pas évident pour les probabilités discrètes, c'est même en général faux pour les variables aléatoires discrètes,
mais pour les variables aléatoires continues, la probabilité que la variable aléatoire continue prenne une valeur précise, c'est 0. Parce qu'en fait, l'intervalle considéré serait uniquement le singleton A, et donc cet intervalle-là, il a une longueur nulle au final. Et enfin, de ceci va découler le reste. Peu importe pour le calcul des probabilités que les crochets soient fermés ou ouverts. C'est-à-dire, vu que la probabilité en un point elle vaut 0, eh bien la probabilité que l'on prenne dans le segment, dans l'intervalle AB, que l'on prenne les bornes, ce sera la même que celle qu'on oublie une des deux bornes, voire les deux bornes. Donc voilà pour les premiers calculs. Un petit exemple, histoire de contextualiser un peu ceci. Donc une entreprise fabrique des disques durs et on veut s'assurer de la qualité du matériel produit. Donc l'entreprise procède à des relevés de durée de vie en heures sur un échantillon représentatif. Alors, la durée de vie, eh bien, là aussi, si on est malchanceux, le matériel est défectueux dès le début, et donc la durée de vie peut être... la durée de vie minimale sera 0. Par contre, si on est chanceux, on peut imaginer que notre matériel il tient très très loin dans le temps, et du coup, si on appelle x la variable aléatoire qui représente cette durée de vie, elle va prendre n'importe quelle valeur entre 0 et plus l'infini. Moralité, c'est une variable aléatoire continue, parce qu'elle prend une infinité de valeurs. Et ensuite, on peut s'intéresser, bon voilà, on peut dire, un disque dur, il rentre dans les normes si sa durée de vie est estimée entre 5000 heures et 20 000 heures. Alors pour cela, on calcule la probabilité que x soit entre 5000 et 20 000. Et d'un point de vue graphique, si on admet que la fonction tracée ici est représentée par la courbe de f est une densité de probabilité, alors la probabilité que la durée de vie soit entre 5000 et 20 000, c'est l'aire sous la courbe entre ces deux valeurs-là. Et donc c'est ni plus ni moins que l'intégrale de 5000 à 20 000 de f de t dt. Moralité, pour ces variables aléatoires-là, on va repasser par la théorie de l'intégration. Donc n'hésitez pas à aller revoir un petit peu votre cours sur l'intégration et surtout sur les primitives, parce que ce sont elles qui vont vous permettre de bien calculer ces intégrales-là. On termine les généralités en parlant un petit peu de l'espérance, et ça va me permettre également de vous faire un bon rappel sur ce que c'est en réalité l'espérance, voilà, que vous compreniez bien les choses. Donc l'espérance, que ce soit une variable aléatoire continue ou discrète, ça aura toujours le même sens. C'est-à-dire que l'espérance, c'est en gros une sorte de moyenne au sens probabiliste. Autour de quelle valeur va se situer ma variable aléatoire x. Et du coup, si je prends un exemple, si je vous dis pour nos disques durs, l'espérance c'est 15 000, eh bien, d'un point de vue probabilité, on va dire, on peut espérer que la variable aléatoire x est une valeur autour de 15 000 heures. Alors, effectivement, là, vous allez me dire, oui, mais ça n'empêche pas qu'il va y avoir des valeurs extrêmes. Tout à fait. Ça, c'est le rôle de la variance, de contrôler l'écart autour de l'espérance. Mais là, ce sont d'autres propos. Et on rentre un petit peu dans leur programme pour les variables aléatoires continues. Donc, on va se cantonner à l'espérance. À savoir maintenant comment on va calculer cette espérance. L'espérance, elle est notée déjà e de x. Et c'est l'intégrale sur l'intervalle entier, j'insiste là on est sur l'intervalle entier, de t multiplié par la fonction de densité ou la densité de probabilité
dt. Donc moralité, encore une fois, ça va être un petit calcul d'intégrale à faire. Là, je vous invite à faire une pause au niveau cours et à aller voir la fiche d'exercice de manière à pratiquer un petit peu. Bien jongler entre recherche et correction, voir les points de rédaction qui peuvent être un petit peu attendus. Si vous voyez que vous avez un petit peu de mal sur les intégrales, revoyez les intégrales, prenez 30, 40 minutes, 1 heure pour faire des calculs basiques sur les intégrales, puis vous revenez aux exercices sur les probabilités. Et on se retrouve dans une deuxième vidéo pour la seconde partie de ce commentaire. À très vite.